La SECNA est née à la suite de la communauté française. La création de la SECNA en soi était déjà quelque chose d'atypique, comme disent les historiens quand ils ne savent pas comment juger. Une très belle initiative. Dès 1959, année de sa naissance, soutenue par l'ensemble des États membres et leurs dirigeants. Tout est parti d'ici, sur les bords du fleuve Sénégal à Saint-Louis, le 12 décembre 1959. C'est précisément dans cette salle que les plénipotentiaires des États autonomes issus des ex-fédérations de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique occidentale française et de Madagascar signent la convention qui donna naissance à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Avec la création de la SECNA, la préoccupation était d'abord sécuritaire, au moment où les avions à réaction, qui volent plus haut et plus vite, faisaient leur apparition. La sécurité aérienne, ce n'est pas une probabilité à 99%, non, c'est 100%. Parce que le jour, ce 1% là, s'il est raté, c'est ce jour-là qu'on peut avoir, on peut risquer des accidents graves. Dès le départ, la SECNA incarnait déjà l'intégration africaine avant l'heure. Beaucoup d'organismes de coopération interétatique n'étaient pas encore nés. Nous avons, tous les États membres de la SECNA, accepté de jouer la carte de l'Afrique, la carte de l'unité africaine, en acceptant de céder une grande partie de notre souveraineté, à savoir l'espace aérien, pour la gérer en commun. Unir les espaces, donc faire en sorte que les avions n'aient pas le sentiment qu'il y ait des frontières, c'est une décision d'abord politique. Créés dans le contexte des indépendances, les jeunes États membres, alors démunis de tout, ont pu compter sur l'appui de la France pour combler leurs déficits en expertise et moyens matériels et financiers. Ok, vous avez amorcé un 360 5.2. Un 360, Nous avions démarré la SECNA avec plus de 400 coopérants techniques français. Sans doute à l'époque, si c'était uniquement une initiative, je dirais, africaine seule, peut-être qu'il fallait recourir quelque part à la France ou je n'en sais rien ailleurs, trouver cette expertise technique pour démarrer. Dès 1961, les États prirent l'option d'une africanisation de la SECNA. L'un des premiers actes posés dans cette perspective fut la création, entre 1963 et 1964, des 3 écoles de l'agence. On ne peut pas africaniser que les sommets, que les têtes. L'africanisation, c'est d'abord la base. Il faut que nous ayons des agents sur qui on peut avoir confiance. Quand ils sont sur une installation, qu'on soit sûr que l'installation a été bien entretenue et bien réparée, bien remise en état. En 1969, 10 ans après sa création, eut lieu le transfert du siège de la SECNA de Paris à Dakar.
1974, signature d'une nouvelle convention, celle dite de Dakar, qui donna naissance au comité des ministres de tutelle. Le premier comité C'était le premier comité des ministres, oui. Le processus d'africanisation s'accélère alors avec la nomination de jeunes dirigeants africains au poste de responsabilité. Dès qu'ils ont été installés aux commandes début 1975, ces derniers ont dû faire face à des situations urgentes. Mais beaucoup d'États oubliaient que s'ils n'envoyaient pas leur contribution, leurs agents, qui étaient des agents de la SECNA, n'allaient pas être payés à la fin du mois. L'idée vint de formaliser définitivement l'utilisation des redevances dont la création par la SECNA était survenue plus tôt, précisément au début des années 60. L'esprit de redevance a été créé par la SECNA. La SECNA a dit qu'il fallait une redevance. Bon, ça c'est avant la convention de Dakar. Mais il n'y avait pas un franc. C'était pas encore mis en œuvre. Il n'y avait pas en œuvre. Donc il a fallu, vraiment définir l'assiette de redevance, la formule des redevances. Et vous savez, les redevances, bon, il y a les services qui sont rendus à la SECNA sont de trois ordres. Le redevance, le survol, les atterrissages, balisage pour la SECNA, et l'atterrissage, balisage et autres pour les États, pour les activités nationales. C'est dans ce contexte également que l'équipe dirigeante élabora le premier plan pluriannuel d'investissement. Puisque maintenant, la responsabilité des investissements est de la SECNA, comment créer? Nous avons fait le premier plan quinquennal de la SECNA, 1976-1981. Il fallait s'organiser pour que sur le plan africain, notamment le plan AFI, sur le plan de l'OACI, et confirmer vraiment la place de l'agence dans l'organisation, dans le plan de navigation aérienne globale et le plan AFI en particulier. Nous avons demandé, préparé et tenu la première réunion AFI en 1979. Les écoles de l'agence commencèrent à tourner en plein régime dans la formation du personnel technique en vue de faire face aux besoins de l'exploitation. Tous les assistants étaient formés à l'ENAM et tous les cadres moyens étaient formés à Niamey, donc à l'IAMAC. Après la mise en place du cycle des techniciens supérieurs, le cycle des ingénieurs fut ouvert à partir de 1977. Grâce à la décision des États de se doter des écoles professionnelles, l'Afrique a pu créer le potentiel humain nécessaire au fonctionnement d'une telle organisation. Du point de vue organisationnel, la direction générale prit, à la fin des années 80, des mesures hardies pour améliorer son efficacité et réduire ses coûts de fonctionnement. Au niveau du conseil d'administration, nous avions soutenu la réforme du directeur général Maurice Rajoufet. Sur le plan organisation et choix des directeurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au lieu d'avoir un directeur par pays, parce qu'on en était arrivé là, on avait ramené la direction générale à 5 directeurs. Cette nouvelle organisation donna très rapidement des résultats positifs. La chance qu'on a eue, je dirais, ou que le DG a eue à l'époque, puisque c'est lui qui était jugé, c'est que l'équipe, en 6 mois d'exercice, nous avons fait un travail tellement efficace. Les résultats avec lesquels on est venu au comité des ministres, bon, nous ont exonérés de toute critique. Cette viabilité à tous les niveaux n'est pas étrangère à la décision de certains États d'adhérer à la SECNA, portant à 18 le nombre des États membres. Il s'agit d'abord de la Guinée équatoriale, à compter du 1er janvier 1988. Entonces hubo varias visitas que realizaba el director general de ASEAN en aquel entonces, señor Ibinga, con quien firmé un borrador de protocolo de acuerdo de la integración de Guinea Ecuatorial en la SECNA en 1985. El proyecto sobre la integración pasó por una preparación de 2 años.
Puis suivirent l'Union des Comores à compter du 1er janvier 2005 et la Guinée-Bissau à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, l'histoire de la SECNA n'a pas été un long fleuve tranquille. L'agence a vécu des crises institutionnelles qui se sont traduites par des velléités de départ de certains États. Ces velléités étaient parfois ouvertement exprimées, comme pour le cas de la Centrafrique en 1975, ou parfois plus contenues et vite étouffées. Même le Cameroun, il y a un Camerounais qui a fait une note à la présidence pour dire qu'il faut que le Cameroun quitte la SECNA et crée son propre organisme. À cette époque-là, j'étais représentant de la SECNA. J'avais écrit contre le Camerounais qui avait fait cette lettre. Et le président Biya m'a appelé. Alors il m'a dit, oui, j'ai reçu ta lettre et nous ne quitterons pas la SECNA. Mais assurément, ce sont les cas de Madagascar et surtout du Sénégal, pays hôte du siège et dépositaire de la convention relative à la SECNA, qui marquent encore les esprits. Les syndicats des employés de la SECNA ne décolèrent pas après la décision sénégalaise de retrait de l'organisation. La nuit dernière, entre 23h et 3h du matin, ils ont cessé le travail, obligeant plusieurs vols à se détourner de l'aéroport international de Dakar. Ce n'est pas la première difficulté dans la vie de l'agence. Nous avons aussi connu des périls, je dirais, structurels. Madagascar et le Sénégal ont posé des questions de deux ordres. Des préoccupations d'ordre technique, opérationnel, et des préoccupations, je dirais, d'ordre institutionnel. Là, on a frôlé la catastrophe. Bon, là aussi, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire pour empêcher cette situation, parce que nous savions que la sortie du Sénégal de la SECNA n'est ni bien pour le Sénégal, ni pour la SECNA. Sortir de la SECNA et isoler le Sénégal dans cet ensemble, l'impérieuse nécessité d'harmoniser les moyens de contrôle et les méthodes et les normes aéroportuaires, à mon avis, serait beaucoup plus fondamental que cet aspect un peu restreint du contrôle et du partage des ressources. Fort heureusement, la sagesse a toujours fini par prévaloir. Comme vous le savez, la SECNA est un instrument exemplaire de coopération internationale et d'intégration régionale. Je me hasarderai même à dire que c'est la plus grande réussite de coopération internationale en Afrique. Ces soubresauts, du reste inhérents à la vie de toute institution, n'effacent pas des mémoires les moments historiques vécus par l'agence. En 1972, la SECNA se vit attribuer le prix Edward Warner par l'OACI. Loin de considérer la plus prestigieuse distinction internationale dans le domaine de l'aviation civile comme une fin en soi, la SECNA n'a cessé de moderniser son outil de production pour être à la pointe de la technologie. Je suis témoin des temps où il y avait des machines archaïques, que les gens sont partis de rien. Tous les anciens sont partis de rien. Il n'y avait rien que des machines archaïques. Les gens, même nous, on travaillait qu'avec la tête, les bics, les stylos et des petits bouts de papier composés pour contrôler les avions. Et on était sûr qu'on contrôlait bien les avions. La technologie a beaucoup évolué depuis les premières années. Et au fur et à mesure, donc, la SECNA s'équipait, s'adaptait. Ok, transfert, carburant s'il vous plaît. Négatif. Sur l'aéroport Dakar, l'évolution constatée porte surtout sur les moyens de radionavigation qui, je pense, ont été remis au bout du jour donc aux normes actuelles.
et qui vont tout en faveur des pilotes et de l'aéronautique en général. Nous avons expérimenté la surveillance dépendante automatique. Et en pratique, en utilisant les avions d'Air Afrique. Et c'est comme ça que les avions d'Air Afrique qui étaient bimoteurs ont été autorisés à traverser l'Atlantique pour faire les vols New York-Dakar. J'étais responsable des essais ADS au Sénégal. Je travaillais avec CITA et tout ça là. Maintenant, avec les lignes CITA, avec le Top Sky, les gens sont à l'aise. À l'ère des satellites, je crois que la SECNA n'a eu aucun effort particulier à faire pour s'aligner et même être à l'avant-garde de tous les progrès qui ont été faits, que ce soit en matière d'informatique, en matière électronique et notamment dans le domaine des télécommunications aéronautiques. Depuis une vingtaine d'années, la SECNA a anticipé les défis de la communication. C'est pour cela que la SECNA est dotée du réseau de télécommunications le plus vaste existant. 128 stations terriennes implantées sur 5 continents pour assurer la sécurité des avions. Autre fait notoire, la SECNA, jadis tributaire de la cotisation des États membres, acquiert l'autonomie financière à partir de 1996. Tout s'est joué durant la période précédant la dévaluation du franc CFA. La direction générale décida, après d'âpres négociations avec les compagnies aériennes regroupées autour de l'Association internationale du transport aérien, IATA, que les redevances aéronautiques seraient désormais payées en devises. C'est précisément cette situation confortable des finances qui a permis à la SECNA de pouvoir financer ces plans d'investissement sans aucune difficulté. Au plan social, de graves crises avaient cours dans les années 80-90. Par exemple, au Togo, en 1990, pendant les années fortes de contestation, je suis descendu à l'aéroport pour rencontrer directement le personnel qui, à cette époque-là, exigeait à ce que je dégage leurs représentants. Et si vous ne les virez pas maintenant, vous ne quitterez plus le Togo. Je dis, vous pouvez me garder là autant que vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'arguments suffisamment percutants. Alors j'adorais ces rencontres directes avec le personnel. Une autre anecdote, au Niger. Bon, il y avait eu, les gens avaient fait grève, l'État nous avait obligés à négocier un accord d'établissement. Bon. Et il y avait le problème des fonctionnaires. Ils ont dit non, tout le monde doit être traité de la même manière. Bon, on a trouvé un accord entre la SECNA et l'État pour la gestion du personnel fonctionnaire, en disant que ce personnel, tant qu'ils sont à la SECNA, ils sont régis exclusivement par les textes de la SECNA. Très bien, on signe, on s'en va. Peu de temps après, voilà l'État qui crée une nouvelle indemnité pour les fonctionnaires. Grève à la SECNA. Mais quelle grève? Pourquoi vous voulez faire grève? Vous n'êtes plus régi par la fonction publique, donc vous n'avez pas droit à cette indemnité. Non, vous allez la payer. Au fur et à mesure, ces crises ont fait place à un climat social apaisé, grâce d'abord à l'harmonisation des textes de gestion du personnel. C'est ainsi que nous avons élaboré le statut unique du personnel de la SECNA. La direction générale voulait du statut unique pour régler un problème administratif. Parce qu'ils se disaient, voilà, je suis devant une multitude de législations. Et le code de rémunération n'existait pas. Le statut unique était dans le code de rémunération. Mais comme ça bloquait, puisque le code de rémunération c'est le plus important, ça bloquait l'éclosion du statut unique. On a eu l'idée géniale de mettre le code de rémunération à part. C'est là où le code de rémunération va intervenir en 1995, alors que le statut unique est intervenu en 1992.
Puis s'ouvrit l'ère de la signature des protocoles d'accord avec les travailleurs qui a créé les conditions d'une entente cordiale et de continuité de service. L'instauration de ces cadres de dialogue inédits fut d'abord érigée en modèle par les instances internationales les plus habilitées. Je crois que c'est un cas rare en Afrique, dans une multinationale. Parce que la question des multinationales, n'est-ce pas, se pose toujours aujourd'hui en matière syndicale. Jusqu'aujourd'hui, même au niveau de l'OIT, on n'a pas pu légiférer par rapport à cela. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de convention de l'OIT en matière de multinationales. Il n'y a que des déclarations. Ce dialogue social apporte plus d'une chose à notre agence. Ça permet une sérénité sociale et cette sérénité permet le développement de l'agence. Ça permet sa pérennisation. Et tel qu'il est mené de façon responsable par les travailleurs, cela fait que forcément le développement est là et on peut regarder l'avenir avec vraiment beaucoup de quiétude. Au final, l'on se rend compte que les performances d'hier et d'aujourd'hui ne relèvent pas du hasard. Elles sont le fruit de bonnes pratiques longtemps instituées et jusque-là bien entretenues et améliorées. Ce que nos successeurs ont fait de la SECNA est à la fois émouvant et nous a causé beaucoup d'admiration. Je dois dire que ça dépasse toutes nos espérances et que nous pouvons être particulièrement fiers de ce que nous avons commencé et de ce qui a été si bien conduit depuis. Et demain? Que nous réserve demain? Pour l'avenir, les défis qui interpellent l'agence sont nombreux et complexes. Au premier rang de ces défis, le maintien de la dynamique de préparation constante de l'avenir. Dans mon projet, j'ai fait la promesse de mettre en place un plan d'orientation stratégique, POS, que j'ai élaboré. Et ce plan d'orientation stratégique, qui va de 2018 jusqu'à 2032, a été approuvé par le comité des ministres. Aujourd'hui, nous savons d'ici jusqu'à 2032 les évolutions possibles qu'il faut faire pour que la SECNA continue à assurer sa mission. Le relèvement de ce défi n'a de sens que si celui de survie de l'agence, en tant que modèle achevé de gestion coopérative des espaces aériens, est lui-même assuré. Donc, bien que chacun soit jaloux de sa petite souveraineté, l'intégration africaine avait beaucoup avancé. Bon, maintenant, l'instrument qui nous reste, c'est la SECNA. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a intérêt pour tous les États membres à ce qu'une institution comme celle de la SECNA, qui gère un espace aérien qui n'est pas du tout morcelé, offre, de ce point de vue, et pour cette raison, la meilleure garantie de gestion de la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens concernés. Et ça, c'est essentiel. Cette maison, comme on l'a dit depuis le début, est bâtie sur la solidarité. Et la solidarité suppose qu'il y en a qui vont produire plus ou donner plus, d'autres moins. On n'a pas les mêmes tailles ni les mêmes moyens, mais tout comme les doigts de la main, si vous en manquez un, vous saurez que c'est important. C'est de dire que si on ne faisait pas ça comme ça à l'époque, ça allait être après difficile à faire. Parce que si la SECNA était à refaire aujourd'hui, ça aurait été impossible. La signature d'une nouvelle convention en 2010 à Libreville symbolise une volonté renouvelée des États de donner un avenir serein à l'agence. Dans cette quête, la SECNA peut compter sur un soutien de taille, celui de l'OACI. SECNA, by its activities, has shown that collaboration and cooperation can help civil aviation advance the economic prosperity of its member states. So it's something that we are preaching now. A regional approach is something we are preaching in ICAO now. And the member states of SECNA had this vision right from the beginning. And it's a good example. ICAO now is encouraging states that have little resources to come together to share their resources in order to address the challenges which they face. And SECNA is a beacon of a good example.
Au regard des encouragements et du soutien toujours renouvelé de la communauté aéronautique internationale, la SECNA compte donner une plus grande impulsion à son rayonnement en Afrique. Le continent doit être organisé avec des opérateurs ou un opérateur capable d'assurer les meilleurs standards possibles de sécurité. Partant donc de notre expérience de 60 ans de mise en commun des moyens, nous avons dit que c'est une expérience suffisamment intéressante pour être mise au service du continent. D'où le développement actuel au sein de l'agence du concept de ciel unique pour l'Afrique, CUPA, en vue d'harmoniser et de rendre plus efficace la gestion des espaces aériens sur l'ensemble du continent. La SECNA devra aussi, plus que jamais, pouvoir compter sur le professionnalisme de son personnel. C'est l'investissement sur le personnel, c'est-à-dire que le personnel, il faudrait de plus en plus mieux les former. Actuellement, nous sommes à l'ère des satellites. La SECNA est la croisée des chemins. Mais je pense que nous pouvons être sereins parce que l'agence a pris de l'avance et a mené des études et est en train de mettre en place déjà donc certains outils comme le SBAS, la DSB, voilà, qui vont permettre d'être au rendez-vous de l'histoire. Et cela est très important. Et pour justement permettre d'arriver donc à ce haut niveau technologique, il faut préparer le personnel. Il faut que nous soyons très professionnels. Il faut vraiment que le travail que nous faisons à la SECNA, chacun dans son métier, chacun dans son environnement, doit savoir qu'il est un maillon important. Un maillon important parce que c'est la chaîne que nous constituons. Elle doit être à tous les niveaux assez professionnelle pour que la SECNA continue à grandir davantage. L'espoir repose grandement sur ces jeunes garçons et filles en formation à l'EAMAC pour donner à la SECNA un avenir plus lumineux. Je trouve la formation à l'EAMAC très intéressante. C'est une formation qui est vraiment orientée vers les besoins de la SECNA. On est encadré par des instituteurs qui sont dotés d'expérience, qui ont fait le terrain et donc qui partagent ces expériences avec nous. Mon appel va à la nouvelle génération parce qu'aujourd'hui, on est à un renouvellement très important des ressources humaines au sein de l'agence. Je leur demande tout simplement de suivre les pas de leurs aînés. Vous les jeunes, vous qui êtes encore en fonction, vous sachiez d'où l'on vient, pour que vous soyez mieux armés pour savoir d'où l'on va, pour améliorer, pour aller toujours plus haut. Je voudrais dire à la SECNA que je pense que dans les années à venir, leur succès sera encore plus grand, que je compte sur les États africains pour continuer à gérer collectivement leurs ressources. Parce que les résultats qu'ils ont obtenus sont des résultats à la hauteur de leurs espérances. C'est nous qui avons souffert pour bâtir la renommée de la SECNA. Le prix de 1972, Edouard Warner, c'est nous qui étions là, c'est nous qui avons travaillé. Et l'international a jugé que le ciel africain était sûr ou en tout cas vivable. On a fait honneur à la SECNA. Laissez-nous partir un à un. Mais que cette maison-là vive. Je vous en prie. La pérennité. La pérennité. La pérennité. C'est une boîte extraordinaire. Il faut qu'elle soit pérenne. Il faut qu'elle vive. La SECNA. Il faut que la SECNA reste pour le bonheur de nos États. Chaque fois que j'ai l'occasion, lorsque je participe à une cérémonie pour honorer nos collègues qui partent à la retraite, quand quelqu'un parmi eux dit qu'il quitte la SECNA, je me suis toujours permis de le corriger pour dire on ne quitte jamais la SECNA. Rude tâche, mais combien exaltante que de rester un modèle et un espoir pour toute l'Afrique. Dieu fera le reste. Singangara
Kuzabari